les aérosols, plasma interaction, ionosphère. Donc, le jury qui va évaluer sa soutenance de thèse est composé de deux rapporteurs. Donc, Ella Shyama O'Brien, qui est à distance, Gilles, donc, qui est research scientist à la NASA Nice, Gilles Carpry, ici présent, qui est professeur à l'Université d'Aix-Marseille, Andrew Coates, professeur à l'Université College London, qui est aussi à distance, Sandrine Binatier, chargée de recherche ici présente, Olésia, et puis moi-même, donc François Leblanc, directeur de recherche sur l'Atmos. Et donc il y a également les deux encadrants principaux de la thèse d'Audrey, qui sont là, Valérie Carrasco, que vous connaissez tous, et Olivier Gaïtella, ici présent également, donc ingénieur de recherche de l'École polytechnique. Et puis enfin, on a un invité qui est Jan-Erik Wallund, qui est associé de professeur au Swedish Institute of Space Physics et qui est aussi à distance. Donc Audrey, tu as 45 minutes et tu peux commencer. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à ma soutenance de thèse. Alors, je vais vous raconter en fait pendant 45 minutes ce que j'ai fait ces 3 dernières années sous l'encadrement du coup de Nathalie ici au Latmos, d'Olivier au LPP sur le campus de l'École polytechnique et du coup de Jan-Erik en Suède. Alors, mon étude porte sur l'interaction entre les aérosols et le plasma dans l'ionosphère de Titan. Alors, je vois à vos regards que Titan, aérosol, plasma, ionosphère, tout ça, vous n'êtes peut-être pas familier avec. Donc je vous propose déjà une première partie, juste pour vous montrer le contexte, les bases de cette étude, et après vous allez vraiment comprendre ce que j'ai fait. Alors déjà, Titan. Titan, c'est une lune de Saturne. Vous pouvez l'observer en ce moment depuis votre jardin. En fait, le soir à partir de 23h avec un petit télescope d'astronome amateur. Et aussi, par exemple, ce qu'on peut voir à l'intérieur. Et donc ça, c'est la planète géante Saturne. Et à une certaine distance, on voit un point très lumineux. Et en général, c'est Titan. Alors bon, on n'a pas une grande résolution ici. Heureusement, on a eu des missions spatiales qui sont passées dans le système de Saturne et qui ont pu prendre de belles images, comme celle-ci. Donc là, c'est les 7 plus grandes lunes de Saturne. Et on voit que Titan, c'est la plus grosse de toutes. Alors, parmi ces missions, en particulier, il y a la mission Cassini-Huygens, qui a été une mission combinée des agences spatiales européennes et américaines, et qui est restée 13 ans en orbite dans le système de Saturne. Donc, on a plein d'informations, c'est super bien. Donc, en particulier, voilà, Huygens, c'était un atterrisseur. Et qui, pendant sa descente, a pris des images de la surface de Titan, comme celle-ci, où on voit au centre une chaîne de montagnes blanches, donc de glace d'eau, et entre deux des vallées d'un matériau brun orangé. Alors Cassini, grâce à son radar, a aussi exploré d'autres zones de la surface de Titan. En particulier, il a mis en évidence une grande mer, ça fait plus de 100 km de diamètre. Donc c'est une mer pas d'eau, mais d'hydrocarbures, et des zones avec des dunes aussi, des grandes dunes. Et enfin, une grande caractéristique de Titan, c'est son atmosphère. Donc, parce qu'en fait, c'est la seule lune connue à ce jour qui possède une atmosphère. Donc, on va étudier ça plus en détail. Alors, cette atmosphère, sur Titan, en fait, c'est loin du Soleil, donc il fait très froid, moins 180 degrés à la surface. Toutefois, l'atmosphère ressemble pas mal à celle de la Terre parce qu'on a 1,5 bar à la surface. Et une atmosphère composée principalement de diazote, comme nous sur Terre. Par contre, le deuxième élément, ce n'est pas de l'oxygène, mais du méthane. Et ceci ressemble plutôt du coup à l'atmosphère primitive, parce qu'au moment de l'apparition de la vie, il y avait un peu de méthane aussi dans l'atmosphère de la Terre. Donc tout ça est très intéressant. Donc comme on était, voici une vue de Titan, vue de l'espace. On voit que c'est une boule orangée, car en fait son atmosphère est remplie d'aérosols solides orangés. Alors voici une image, une image sur laquelle on voit que les aérosols, là on les distingue jusqu'à 500 km d'altitude, ce qui est très haut, et donc on s'est longtemps posé la question sur d'où ils viennent tous ces aérosols.
Et grâce à la mission Cassini, on a eu la réponse. En fait, ils sont formés 2 fois plus haut dans une zone qui s'appelle l'ionosphère. Alors l'ionosphère, c'est la zone, une couche de l'atmosphère tout en haut. Donc on y observe les molécules normales de l'atmosphère, donc comme je l'ai dit, de l'azote, du méthane, aussi un petit peu d'hydrogène, d'hydrocarbures, et tout ça à très basse pression. Et comme on est en haut de l'atmosphère, il y a aussi des rayonnements très forts qui bombardent cette atmosphère, donc des photons UV et des particules énergétiques qui viennent de la magnétosphère de Saturne. Alors tout ça, du coup, ça percute les molécules qui sont présentes et ça forme un milieu ionisé, un plasma, et d'où le nom de ionosphère. Alors, on a eu de la chance, Cassini est passé à l'intérieur de cette ionosphère une petite centaine de fois, donc on a des données in situ, récoltées directement à l'intérieur, donc sur les électrons, mais aussi sur des ions positifs, des ions négatifs, donc tout ça, c'est des données Cassini, et puis on a des indices et puis aussi des soutiens de modèles qui prédisent la présence de ces petits grains organiques qui commencent à se former si haut, et à cette altitude, il ferait quelques nanomètres. Donc tout. Alors, bon, voilà, on a déjà pas mal avancé dans la compréhension de ce qui se passe là-haut, mais bon, forcément, on ne comprend pas encore tout. Et c'est là que se situe le cadre de ma thèse. Et en particulier, si vous vous rappelez du titre, donc là, j'ai encadré des espèces du plasma et je vais étudier comment ces espèces peuvent altérer les grains qui sont présents et inversement, comment les grains qui sont présents peuvent modifier le plasma de l'ionosphère. Donc voici les grandes questions de ma thèse et celles auxquelles on va essayer de répondre. Alors bon, je vous ai raconté qu'on peut avoir des observations Cassini, on peut faire des modèles, mais pour tout ce qui est ce type de recherche de mécanismes, il faut une troisième chose, et ce sont les expériences de laboratoire. Ça nous permet en fait de reproduire ce qui se passe sur Titan, mais d'avoir accès à tous les paramètres. Donc, par exemple, on peut changer un paramètre en particulier, et ça va nous dire quel est son impact sur ce qui se passe. Et donc, pareil pour plein de paramètres. Et puis aussi, on a accès à beaucoup plus d'instruments que sur Cassini pendant plus longtemps. Voilà. Donc, je vais vous présenter les 3 grandes parties de cette thèse et puis de cette présentation. Donc, d'abord, on va s'intéresser à l'expérience PAMPRE, qui vise à simuler la chimie ionosphérique qui se passe là-haut, et notamment la production d'aérosols organiques, comme on voit sur Titan. Donc ça, c'est une expérience qui existe depuis une vingtaine d'années au Latmos. Ensuite, on va parler d'une expérience que moi j'ai mis au point, juste dans le but de ce projet-là, pour exposer des aérosols aux espèces du plasma et voir ce qui se passe. Et enfin, on va retourner sur Titan avec des données Cassini pour essayer de creuser un petit peu, est-ce qu'on n'a pas des indices de qu'est-ce qui se passe là-haut dans la zone de production des aérosols. Donc c'est parti, commençons par le début, PAMPRE. Alors PAMPRE, l'idée c'est de reproduire dans une boîte ce qui se passe dans l'ionosphère de Titan, quand c'est plus facile à étudier par la suite. Donc il y a 3 grosses étapes. Déjà il faut mettre les bons gaz, faire baisser la pression, j'ai dit on est en haut de l'atmosphère, et ajouter une source d'énergie qui correspond au bombardement UV et des particules énergétiques. Alors ce type d'expérience en fait existe depuis presque 70 ans. Donc il y a différentes sortes, il y en a dans beaucoup de pays. Moi je vais vous raconter celle qu'on a développée ici au Latmos, qui s'appelle PAMPRE. Alors voici une photo du réacteur, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Donc ça c'est une chambre à vide qui fait à peu près 30 cm de large, 40 de haut. Et la lueur rosée que vous voyez au centre, c'est le plasma elle est émise par le plasma qui simule l'ionosphère de Titan. Car en effet, dans cette expérience, pour simuler l'apport en énergie, on utilise une décharge plasma. Donc c'est-à-dire qu'on met une différence de potentiel élevée entre 2 électrodes métalliques dans le gaz, et puis ça crée la décharge plasma. Alors, la première chose à faire, du coup, c'est de vérifier quand même qu'on a des conditions qui reproduisent de façon honorable ce qui se passe sur Titan, notamment en termes d'ionisation. Car dans l'expérience, on a une pression quand même un peu plus élevée que sur Titan, comme vous voyez, sauf qu'on a aussi une densité d'électrons plus élevée. Et donc, ce qui fait que le ratio entre les deux, donc ça donne le degré d'ionisation, en fait, c'est à peu près le même. Et plus précisément, si on représente sur Titan les zones qu'on peut modéliser
dans l'expérience simulée, c'est ici, donc entre 900 km et 1300. Et si vous vous rappelez du schéma du début, c'est exactement là où commencent à se former les aérosols. Donc ça tombe bien. Et en effet, dans l'expérience, on reproduit aussi la formation de ces aérosols que l'on récolte là dans un vase posé au fond. Et donc après, ces aérosols, qui sont analogues aux aérosols de Titan, on les appelle les tholins. Donc on peut les récolter, les analyser dans les laboratoires spécialisés. Et voici par exemple un résultat. Donc on a observé au microscope électronique à balayage des tholins formés dans différentes conditions. Vous voyez ici. Alors, maintenant, revenons-en à notre sujet de thèse. Donc, on arrive à former des tholins. Et maintenant, qu'en est-il de leur évolution dans le milieu plasma? Alors, il y a déjà eu quelques petites études sur le sujet, notamment sur l'effet des UV, qui ont montré que des tholins exposés à des UV changent un petit peu chimiquement et peuvent conduire à la photoémission d'électrons. Aussi, il y a eu des études sur l'effet de l'hydrogène atomique, qui est une espèce de plasma présente dans l'ionosphère de Titan. Et ces études ont montré que cet hydrogène, en fait, tout seul, va se recombiner à la surface des grains pour former H2, ou alors juste se coller aux grains et les hydrogènes. Mais toutefois, qu'en est-il de toutes ces espèces, qui sont aussi des espèces du plasma, présentes sur Titan et qui pourraient interagir avec les aérosols? Donc c'est là que j'aime. Donc a priori, les espèces ici, qui contiennent du carbone, vont conduire à la croissance carbonée des grains. Donc on ne va pas s'y intéresser dans cette thèse, mais on va plutôt regarder toutes ces espèces qui n'ont pas de carbone, et là on n'a aucune idée de ce qu'elles vont faire lorsqu'elles vont rencontrer un grain. Alors la première étape, ça a été d'identifier ces espèces, et pour ça, je suis retournée voir Pambre, et cette fois j'ai utilisé un plasma dans de l'azote et de l'hydrogène, donc j'ai enlevé du carbone. Donc voici quelques résultats. Alors déjà, la première espèce incarnée dans un plasma, si vous vous rappelez du début, ce sont les électrons. C'est ceux qui donnent un peu une espèce fondamentale pour diagnostiquer un plasma. Alors pour les étudier, j'ai utilisé une méthode de cavité résonante. Donc voici par exemple un graphe de résultats qui montre la densité électronique en fonction d'une variable, d'un paramètre de l'expérience. Par exemple, c'est la puissance. Et ces données nous ont permis en fait de mettre en place un modèle de la décharge. Donc pour ça on a collaboré avec une équipe portugaise et en fait grâce à nos points de mesure, cette équipe a pu ajuster, mettre en place un modèle qui va nous permettre ensuite de mieux comprendre la décharge. Donc là par exemple, pour ajuster les courbes du modèle, il a fallu rajouter l'effet d'émission d'électrons secondaires sur les parois. Dont on n'écoutait pas mention avant, et l'utilisation du modèle et des données nous a permis de le mettre en avant. Alors, l'avantage d'un modèle, ensuite, c'est d'avoir accès à des choses que l'on n'a pas mesurées, par exemple, ici, la distribution en énergie des électrons. Alors, voilà, on finit avec les électrons, on va passer à une autre espèce du plasma, maintenant diagnostiquée. Donc, si vous vous rappelez, dans la décharge, j'ai mis du dihydrogène, représenté ici avec 2 points blancs, et du diazote, ici en bleu. Et on observe la formation à partir de tout ça d'ammoniac NH3, que j'ai mesuré par spectrométrie d'absorption infrarouge. Et pareil, du coup, ça m'a permis de tracer des graphes d'évolution de la densité de NH3 en fonction de paramètres de l'expérience, et d'ajuster le modèle. Donc là, par exemple, c'est dans le cas de la réactivité de surface que nous a permis l'ammoniac d'améliorer le modèle. Et enfin, on a étudié une dernière espèce dans ce plasma, ce sont les ions positifs. Alors ceci, je l'ai fait par spectrométrie de masse, qui permet de mesurer les ions présents. Donc, on a mis en évidence des ions de l'hydrogène en blanc, des ions de l'azote en bleu, des ions dérivés de l'ammoniac et des ions divers combinés d'hydrogène et d'azote. Alors, pour aller plus loin, il a fallu quand même quantifier la présence relative de chacun de ces ions. Alors pour cela, j'ai fait une calibration minutieuse du spectromètre de masse et qui m'a permis ensuite d'avoir, donc c'est les pics en proportion des différents ions en fonction de leur masse. Donc là, par exemple, je vous ai mis les deux principaux, N2H+, et NH4+. Alors,
Donc là, pareil, chacun de ces ions peut regarder leur évolution en fonction des paramètres du plasma. Donc voici un exemple. Et cette fois, on utilise ces courbes non pas pour mettre en place le modèle, mais pour valider ces résultats. Donc voici les courbes du modèle obtenues, donc c'est pas trop mal. Et une fois que le modèle est validé, on peut l'utiliser pour interpréter plein d'autres choses, donc notamment les réactions chimiques principales en jeu dans la décharge, la distribution 3D des espèces dans le réacteur, et puis la présence d'espèces que nous n'avons pas mesurées, telles que les radicaux, les espèces excitées. Et bon, ceci a conduit à la publication de 2 articles. Donc on en arrive à la fin de la partie PAMPRE. Donc retenez juste 2 choses. Dans PAMPRE, on peut former des analogues d'aérosols de titan que l'on appelle les tolins. Et aussi dans PAMPRE, on a étudié les espèces de plasma N2H2. Et si vous avez bien suivi tout au début, la partie suivante, ça va être de prendre des aérosols et puis de les mettre dans le plasma N2H2 et voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est le sujet de la partie suivante et de l'expérience TETIS. Alors, TETIS, c'est une expérience que j'ai mis en place expressément pour le sujet. Donc là, par exemple, vous avez une image de mon bureau à la fin de la première année. Donc là, j'avais déjà fait des tests dans plusieurs laboratoires et j'étais en train de dessiner les plans pour le verrier de Polytechnique pour réaliser le réacteur. Alors voici un schéma de principe. Donc j'ai dit il faut déjà avoir un plasma d'azote et d'hydrogène pour représenter l'ionosphère sans carbone de titan. Donc là, en fait, une décharge un petit peu plus simple que celle de PAMPRE. C'est juste 2 électrodes ici, de part et d'autre d'un tube en verre. Donc on appelle une décharge d'essai, donc qui est plus homogène que PAMPRE, donc plus facile à étudier pour interpréter les résultats. Mais toutefois, en fait, les résultats sur les densités électroniques, les ions, tout ça, ça reste très semblable, on l'a vérifié. Ensuite, on produit des tolins dans PAMPRE. Je les répartis sur une grille métallique, et puis au moment de l'expérience, la grille est plongée dans le plasma, et on regarde ce qui se passe. Alors pour observer des évolutions, on suit la pastille solide à l'aide de spectroscopie d'absorption infrarouge, donc pendant toute l'expérience, et la phase gaz est analysée par spectrométrie de masse. Alors voici des images de l'expérience. Donc vous voyez ici, là, il y a des tubes verticaux, ce sont les entrées et sorties de gaz. Ici devant, on voit une électrode, l'autre est derrière. Le plasma, c'est la lueur posée. Et aussi très intéressant, ici on voit au bout des flèches les pastilles, donc avant d'être mis dans le plasma et puis une fois dans le plasma. Voici un autre point de vue. Donc cette fois, l'expérience est insérée dans les instruments de mesure. Donc en blanc derrière, on a le spectromètre infrarouge. Et devant, la canne en gris, en fait, c'est la canne de collection du spectromètre de masse qui est amovible. Et enfin, une dernière image. Donc là, c'est un point de vue très intéressant. C'est le point de vue du spectromètre infrarouge dans lequel on voit la pastille qui est plongée dans le plasma. Alors ce point de vue est très intéressant car déjà dès le début il nous permet de voir qu'il se passe quelque chose parce que là vous voyez au cours du temps la pastille est érodée jusqu'à ce qu'elle soit complètement nettoyée. Donc le plasma N2H2 a un fort effet sur la pastille d'érosion. Alors pour aller un petit peu plus loin, je me suis rendue à Centrale pour utiliser un microscope électronique à balayage et zoomer. Donc là par exemple on a zoomé sur une maille de la grille, donc là c'est les mailles de la grille. Et entre deux, vous voyez les tolins semblants là sur la gauche. Et après exposition, vous voyez que les tolins sont globalement partis des mailles. Toutefois, il en reste quelques-uns ici entre deux. Donc on a pu encore plus zoomer dessus pour voir à quoi ils ressemblaient. Donc on voit qu'avant, ils sont ronds et lisses. Et après érosion par le plasma, ils sont des structures érosives de quelques dizaines de nanomètres. Voilà, donc on a comment un effet à petite échelle d'érosion des grains par le plasma. Donc ça, c'est une évolution morphologique. Maintenant, regardons ce qui se passe du côté chimie. Donc là, il va falloir se pencher sur les résultats de l'absorption infrarouge. Donc en fait, cette méthode mesure l'absorption en infrarouge des grains, enfin de la pastille, et ça donne une signature caractéristique en fait des fonctions chimiques présentes. Donc là, par exemple, c'est des tolins avant exposition au plasma. Et voici des propositions, enfin les attributions des bandes. Donc là par exemple on a des nitriles, une petite bande au centre, des amines,
des liaisons CH et qui perd saturé là sur la bande à gauche. Donc ça c'est A. Maintenant, lorsqu'on met la pastille dans le plasma, l'absorption évolue de cette façon-là. Et bon, on observe un grand changement, notamment c'est la perte d'amplitude d'absorbance. Donc en fait, ça veut dire qu'on perd du matériau absorbant, et c'est totalement logique par rapport à ce qu'on avait vu auparavant. Alors, bon, le fait d'avoir ces courbes, quand même, ça permet de quantifier tout ça. Donc en fait, j'ai pris l'air sous chacune de ces 3 bandes, et puis j'ai regardé l'évolution dans le temps. Ça donne ce graphe-là. Et donc on voit, par exemple, dans ce cas-là d'expérience, au bout de 100 minutes, il n'y avait plus rien sur la pastille, tout était parti. Alors, comme j'ai dit au début, faire des expériences de laboratoire, ça permet de faire varier les paramètres. Donc, par exemple, je me suis amusée à enlever l'hydrogène. Donc, utiliser juste un plasma d'azote. Et voici ce que ça donne. Donc, ça donne un résultat très différent. On voit vraiment que l'hydrogène est une espèce qui va induire une plus forte érosion des aérosols. Donc, un fort effet. Et inversement, là j'ai regardé cette fois l'effet de la pression, donc j'ai augmenté la pression. Et là on voit que l'effet est beaucoup plus rapide, en 40 minutes il y avait quand même. Donc ça veut dire que sur Titan la pression est beaucoup plus faible, l'effet va être encore plus lent. Donc l'infrarouge ne nous donne pas uniquement la quantification de l'érosion, mais je vous ai parlé de chimie, donc on va y aller. Toutefois la chimie il va falloir regarder l'évolution de la forme des bandes. Alors là c'est un peu dur juste directement comme ça, donc il va falloir normaliser, on va choisir une bande et normaliser sur son maximum. Donc par exemple celle-ci, et là clairement on voit des modifications, donc c'est la bande des nitriles, on y voit la disparition de la bande des indonitriles et l'apparition d'une nouvelle bande sur le droit. Donc là on peut dire clairement qu'on a des évolutions chimiques du grain, pas seulement des évolutions morphologiques. Donc je vous propose un petit résumé déjà sur tout ce qu'on a vu avec les TIS. Donc on a l'évolution morphologique des grains et l'évolution chimique. Alors maintenant on va passer à le deuxième instrument, c'était la mesure de la phase gaz. Parce que maintenant qu'on voit que les grains en eux-mêmes changent, est-ce que la phase gaz va changer ou pas? Ça va nous apporter des informations supplémentaires pour mieux comprendre tout ça. Alors voici, donc on a utilisé un spectromètre de masse, et ce spectromètre permet de mesurer des molécules, des espèces présentes dans le plasma, volatiles, et les suivre au cours du temps de l'expérience. Donc là par exemple, je vous en ai choisi 3 principales, la bleue, la verte et la orange. Donc la bleue, en fait c'est le diazote, donc c'est au moment où on voit la montée là, c'est au moment où on l'injecte dans l'expérience, au tout début. Ensuite, on allume le plasma. Et comme on a vu dans Pampre, ça forme de l'ammoniac. Donc on a là en vert, c'est la formation d'ammoniac. Et après, c'est là que ça devient intéressant, on met la pastille de tonitz à l'intérieur. Et là, on voit 2 grands changements. Déjà, on voit que l'ammoniac diminue très fortement. Donc ça veut dire que les tonitz utilisent l'ammoniac ou un précurseur de l'ammoniac. Et inversement, on a la formation ici de HCN. Et vous voyez qu'il contient du carbone, donc c'est une molécule qui a été découpée à partir des tonitz. Alors ça, c'est ma condition de référence, je l'ai fait avec de l'azote et de l'hydrogène, mais je l'ai aussi fait sans hydrogène, donc ça donne, donc ça c'est azote hydrogène en haut, et seulement l'hydrogène en bas, vous voyez que l'effet est bien moindre, qui est d'accord avec ce qu'on avait vu juste avant, que l'hydrogène a un fort effet érosif sur les tonitz, et aussi du coup en répercussion sur la phase gaz. Alors, le spectromètre de masse ne mesure pas juste ces 3 molécules, en fait, il mesure plein. Voici typiquement un spectre de masse. Alors, en bleu, en fait, il y en a 3. En bleu, c'est juste le gaz. Après, en rouge, c'est quand on allume le plasma. Et en jaune, c'est quand on met l'échantillon à l'intérieur. Alors, je vais vous aider à interpréter. Donc, on injecte de l'hydrogène et de l'azote. Donc, ça correspond à ces pics-là. Donc, l'hydrogène, c'est la masse 2. L'azote, normalement, c'est 28, il y a un fragment à 14, moitié, et puis un isotope à 29. Ensuite, ici, vous voyez la formation d'ammoniac avec le plasma, et puis sa diminution lorsqu'on met des tonitz à l'intérieur. On voit ici la formation de HCN, très marquée avec l'ajout des tonitz. Et enfin, là, vous voyez à droite la formation de plein d'autres molécules, donc c'est des molécules contenant du carbone, donc qui viennent des tonitz. Et en particulier, on peut remarquer qu'il y en a beaucoup contenant des nitriles, cette partie CN.
Donc voici toutes les molécules détectées. Donc j'ai fait un petit schéma à quoi elles ressemblent, avec l'hydrogène en blanc, le carbone noir et l'azote en bleu. Alors cette expérience, par exemple, je l'ai faite en augmentant la pression et j'ai observé l'augmentation de ces 3 molécules. Et si vous le remarquez, elles contiennent tout le fragment noir-bleu, c'est les nitryles, accompagné d'un substituant. Donc ça, c'était pour les molécules neutres, sauf qu'en fait, il y a aussi des ions dans le plasma, donc on peut aussi mesurer avec le spectromètre de masse. Alors là, attention, c'est beau. Donc pour faire ça, les ions ont une plus courte durée de vie que les neutres, hein, et donc du coup, il a fallu mettre la canne du spectromètre de masse à côté du plasma. Et voici un exemple de spectre. Donc en bleu, c'est le plasma seul, et en jaune, c'est quand on ajoute les tolins à l'intérieur. Alors pareil, on va interpréter bande par bande, par thème. Donc là, par exemple, j'ai indiqué toutes les espèces dérivées juste du plasma, donc sans tolins, donc il y a juste de l'azote et de l'hydrogène. En particulier, ici, au centre, vous voyez les ions dérivés de l'ammoniac, et vous voyez aussi qu'ils diminuent lorsqu'on ajoute des tolins. Donc c'est le même comportement que l'ammoniac neutre, donc ça paraît logique, c'est fait. Donc toutes ces espèces, je les note en bleu. Alors maintenant, il faut attribuer les autres pics. Donc en particulier, là, le grand pic ici, puis ceux qui continuent, ce sont des composés, des ions contenant des nitryles. Ici, par exemple, j'ai écrit les ions dérivés des molécules neutres contenant des nitryles qu'on a vu précédemment. Donc on les observe bien. Et puis en fait, on en distingue peut-être d'autres. Donc là, on est moins sûr des attributions, mais ils sont présents ici, sur nous. Donc ceux-là, je les indique en rouge. Alors ensuite, vous voyez, il reste quelques pics devant. Alors là, leur attribution est facile. En fait, ce sont des hydrocarbures très insaturés. Donc C+, C2+, C3+. Donc non, c'est pas très commun de les voir. Alors il y a peut-être des hydrocarbures plus saturés, sauf que en fait, leurs pics tomberaient aux endroits des autres pics. Donc là, on ne peut pas être sûr de leur présence, ni de les quantifier. Donc ceux-là, je les indique en jaune. Et enfin, il y a quelques espèces qui sont présentes au milieu de ces pics, pareil qu'on ne peut pas distinguer, et qui contiennent aussi du carbone, donc des amines, des imines et d'autres. Donc voici un peu une explication du spectre d'ions mesuré. Alors, du coup, on a aussi réalisé l'expérience en changeant les paramètres de l'expérience du plasma, et en particulier, si on augmente la pression, voici ce qu'on observe. Donc on observe en particulier une augmentation forte de ces bandes-là. Et en fait, si vous vous rappelez, les bandes rouges, ce sont les nitryles, et ça correspond au même effet qu'on avait vu sur les neutres. Donc, bon, voilà, c'est logique, tout va bien. Voilà. Hop, je vous propose un résumé total des expériences TETIS. Donc, on a des évolutions des grains morphologiques et chimiques, mais aussi des évolutions de la phase gaz, donc des espèces neutres, et des ions. En particulier, diminution de tout ce qui est relié à l'ammoniac, et augmentation, formation d'espèces contenant du carbone. Alors maintenant qu'on a tout ça sous la main, on va essayer d'interpréter, de proposer des mécanismes de ce qui se passe à la surface des grains avec interaction avec les espèces du plasma. Alors pour cela, je me suis inspirée de travaux déjà réalisés dans le domaine de la microélectronique. Donc c'est un domaine dans lequel ils ont des films de carbone et d'hydrogène qui sont exposés aussi à un plasma N2H2, et puis ils essaient de comprendre les évolutions, il y a des petits modèles. Donc là, je me suis un peu inspirée parce que ça ressemble pas mal. Alors, notamment, donc là, ce sont toutes les fonctions chimiques qu'on a observées en infrarouge, si vous vous rappelez, donc je les rappelle ici. Et donc, un premier processus qu'on peut voir, par exemple, c'est l'interaction entre le radical N, NH ou N2 molécule excitée, avec un carbone à la surface du tolins qui va former au final une triple liaison CN, un nitrile qui va rester accroché au grain, d'où le petit S ici. Ensuite, un autre effet, donc en fait cet effet on le voit en infrarouge, c'est la formation de la nouvelle bande de nitrile sur la droite sur le grain tout à l'heure. Ensuite, on peut voir un autre effet aussi, c'est l'effet des radicaux H, une molécule excitée H2, donc qui d'une part vont hydrogéner le matériau, donc on va avoir une perte de fonction insaturée, et d'autre part, de ce côté-là, va réagir avec les nitryles et isonitryles pour former du HCN qui va rester absorbé à la surface.
Et là, ici, on retrouve en fait la diminution des isométries qu'on avait vues en infrarouge. Et enfin, tout ça c'est de la chimie de surface, induite principalement par des radicaux, mais ça ne nous explique pas qu'est-ce qui arrive en phase gaz. Et en fait, tout ce qui part en phase gaz est principalement éjecté de la surface des tolines par bombardement ionique. Donc on a préférentiellement l'éjection en phase gaz des molécules stables, et notamment je vous ai parlé de HN qui est déjà très stable, donc qui va sortir en grande quantité, et c'est bien ce qu'on observe avec le spectromètre de masse. Voilà, donc on observe vraiment deux mécanismes complémentaires, c'est la chimie de surface induite par les radicaux et le bombardement ionique qui va mettre des parties de tolines en phase gaz. Alors, donc ça, c'est la théorie qu'on a élaborée à partir des expériences de laboratoire. Maintenant, est-ce que c'est possible d'observer ça sur Titan? Il faut quand même se poser la question. Alors, est-ce qu'il y a des radicaux sur Titan? En tout cas, c'est très difficile à mesurer. On n'a pas de données Cassini de radicaux. Par contre, les modèles photochimiques de l'ionosphère de Titan prédisent la présence de ces radicaux et en quantité importante. Donc en fait, ils sont très susceptibles d'interagir avec les tolines présents. Donc ça, pas de souci. Alors maintenant, concernant les ions. Donc on a aussi des mesures des ions par Cassini avec l'instrument IMMF. Donc là, par exemple, c'est le spectre de masse là, avec les ronds rouges. Alors ces spectres sont déjà très bien expliqués juste en étudiant avec les modèles de chimie phase gaz, donc sans prendre en compte les aérosols. Donc ce sont les barres bleues, vous voyez ça marche pas mal. Toutefois, bon, c'est jamais parfait et on pourrait se demander si ajouter les effets, enfin la chimie hétérogène induite par la présence des grains pourrait pas permettre de compenser quelques petits effets. Et notamment ici, on observe les hydrocarbures très insaturés qu'on avait observés tout à l'heure. Donc, encore un petit peu de travail, ça a l'air très intéressant. Donc, on a fini avec les expériences de laboratoire. On a montré pas mal de choses. Alors maintenant, pour aller plus loin, je vais vous parler de ce troisième projet que j'ai fait pendant ma thèse, où là, j'ai voulu utiliser des données de Cassini et mener l'enquête sur qu'est-ce qui se passe dans l'ionosphère. Et en particulier, un indicateur très intéressant, ce sont les électrons. Donc j'ai regardé le comportement des électrons dans la zone où on suspecte que les aérosols commencent à se former. Alors pour cela, j'ai utilisé les données de la sonde de Langmuir, donc c'est cet instrument-là, là, ça c'est la sonde Cassini. Il y aura un zoom tout à l'heure. Et pour avoir accès à ces données, j'ai monté une nouvelle collaboration avec l'équipe qui a créé cet instrument. C'est une équipe à Uppsala en Suède. Et donc je suis allée là-bas leur rendre visite pour connaître un peu tout ça. Alors ils ont déjà beaucoup étudié les résultats de la sonde de Langmuir. Alors je vous propose un petit résumé au début avant de vous montrer ce que j'ai apporté par la suite. Alors cette sonde de Langmuir, comme je vous ai dit, elle étudie les électrons. Donc en particulier, elle mesure la densité électronique partout là où Cassini passe. Donc voici par exemple des profils côté nuit, côté jour, en fonction de l'altitude, et ça c'est la densité électronique. Donc on voit que côté jour, il y a plus d'électrons, donc en fait les photons solaires sont vraiment une source principale d'électrons du côté jour, mais toutefois côté nuit c'est quand même pas négligeable, il y a quand même pas mal d'électrons. Et pour vous rappeler, la zone que l'on étudie, entre 900 et 1200 km d'altitude, c'est celle-ci, là où se forment les aérosols. Et ça correspond pas mal en fait avec le pic d'électrons ici. Donc une deuxième caractéristique des électrons qu'on peut mesurer, ce sont leur énergie. On parle souvent de température, mais c'est pareil, c'est en électronvolts. Donc là pareil, il y a déjà eu de nombreuses mesures de l'énergie des électrons à chaque fois que Cassini a traversé l'ionosphère, qui ont été publiées. Donc là par exemple c'est l'énergie mesurée, la température, en fonction de l'altitude pour plein de survols. Alors attention, cette fois l'échelle est agrandie et nous on s'intéresse qu'à cette partie-là. Et vous voyez globalement, bon, ça stabilise, la température se stabilise autour de 1000 km d'altitude et la température stabilisée c'est autour de 0,04 électronvolts. C'est une unité d'énergie. Alors on les a mesurés, mais toutefois ça pose problème au modèle car la plupart des modèles prédisent une température beaucoup plus froide et ils ne comprennent pas comment on peut mesurer cela. Donc en fait, il manque un terme chauffant dans les équations. Et on a un petit indice, c'est que les modèles ne prennent pas en compte la présence des électrons pour ce chauffage. Donc
peut-être que ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est parti, on arrive à mon travail. Donc ça, c'est un zoom de la sonde de Langmuir, enfin une photo. Donc quand elle est repliée, donc en fait quand elle est dépliée, la sonde, la sphère au bout métallique, et une distance de 1,50 m du satellite pour éviter toute perturbation électrique. Et la sonde en elle-même, voilà, c'est la sphère métallique du bout qui fait 5 cm de diamètre. Et cette sonde est soumise à un potentiel variable. Donc en fait, si elle a un potentiel négatif, elle va attirer les ions positifs. Et puis si elle a un potentiel positif, elle va attirer les électrons qui sont négatifs. Et en fait, du coup, on fait un sweep, voilà, un balayage en potentiel, et on mesure le courant. Et puis on déduit plein d'informations sur les espèces chargées. Alors moi j'ai regardé en particulier les électrons, notamment cette partie-là, une partie exponentielle, et à l'aide de plusieurs hypothèses sur ce milieu, on peut en déduire la densité et la température des électrons à l'endroit de la mesure. Alors ça c'est une mesure prise à un endroit. Cassini, lorsqu'elle traverse l'ionosphère, elle prend un quart d'heure à peu près, et elle prend des mesures toutes les 24 secondes. Donc on a une trentaine de mesures par survol. Et j'ai étudié tous les survols de la mission qui sont allés sous 1200 km d'altitude, dans la zone qui nous intéresse. Il y en avait 57. Voilà, donc ça fait pas mal de données à traiter. Alors voici un exemple de données réelles. Donc c'est voilà, le courant mesuré en fonction du potentiel de la sonde. Vous voyez que ça ressemble à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et ça, c'est le modèle à ajuster dessus. Donc on se dit ça marche pas trop mal. Mais en fait, si on regarde la dérivée, on voit que c'est pas parfait. Et il y avait déjà quelques idées sur ce sujet dans l'équipe à UPSALA. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé plusieurs populations d'électrons, pas que une. Donc il y a plusieurs populations d'électrons avec chacune sa densité, sa température et son potentiel. Et donc là, en mettant, on voit que ça marche beaucoup mieux. Et enfin, j'ai remarqué que lorsqu'on regarde la dérivée seconde, cette fois du courant, on obtient ceci. Et là, on met tout de suite en évidence la présence de plusieurs populations avec l'observation de plusieurs pics. Et en fait, ceci est physique parce que la dérivée seconde du courant, avec la méthode de Tournesnel, ça s'appelle, est reliée à la distribution en énergie des électrons. Et comme chaque population a un potentiel différent, voilà, c'est décalé. Donc on voit les trois distributions en énergie des trois populations. Donc cette représentation est très pratique, car elle permet tout de suite de visualiser le nombre de populations. Et voici en particulier une représentation du coup que j'ai réalisée où je trace cette dérivée seconde à chaque fois que Cassini fait une mesure en traversant l'ionosphère. Donc on a une à chaque altitude. Et là, par exemple, sur ce graphe-là, on voit qu'à chaque altitude, elle a mesuré 3 populations d'électrons. Alors, ce n'était pas le cas à chaque fois. Voici par exemple deux cas très différents. Donc à gauche, on observe la formation d'une 4e population, mais sur la droite, et puis les intensités sont assez élevées, alors qu'ici, à droite, on a la perte de la 3e population, et les intensités sont globalement faibles. Alors du coup, j'ai fait ceci pour les 57 survols, pour l'entrée de la sonde et la sortie de la sonde, de l'atmosphère. Ça fait 114 graphes comme ceci, et en fait, je me suis rendu compte qu'ils correspondaient tous à un de ces trois. Donc en fait, et puis il y a une forte corrélation avec l'ensoleillement. En fait, côté jour, on a ce type de graphe, et côté nuit, on a ce type de graphe, et puis entre deux, voilà, on a 3 populations. Alors, d'ores et déjà, on peut interpréter la première population, en fait, ça c'est un effet instrumental, en fait, c'est juste la production d'électrons par impact de photons ou de particules énergétiques sur le mât qui retient la sonde. Donc on ne va pas les étudier plus en détail, on va étudier les autres. Donc du coup, j'ai pu étudier la densité et la température de chacune de ces populations avec l'altitude pour les 57 survols. Et voici un petit résumé. Donc là, je vous montre le résumé côté nuit. On y observe, je vous ai dit, 3 populations, avec la 3e qui n'est là qu'à une certaine gamme d'altitude, et on voit que globalement, ils sont peu denses, et avec une température relativement constante après 1150 km d'altitude. Ensuite, donc ça c'est quand on s'approche du terminateur, donc c'est la séparation jour-nuit. On est toujours côté nuit, et là on observe que la population 3 est là tout le temps. Et enfin, côté jour,
Donc là, il y a de grands changements, notamment concernant la population 3, qui devient très dense, à plus basse altitude, et on a la formation de la 4e population, qui devient plus dense et plus chaude, plus on descend, et qui apparaît sous 1200-1150 km d'altitude. Donc on voit vraiment que la population 3 et la population 4 dépendent de l'ensoleillement, ce qui est très intéressant. Donc j'ai fait un petit résumé là de ce qu'on vient de dire, la dépendance en ensoleillement, et aussi le fait que la population 4 n'apparaisse que sous une certaine altitude. Alors j'ai essayé de mener l'enquête quand même pour essayer de comprendre d'où venaient ces populations. Donc j'ai regardé leur corrélation avec le flux UV qui arrive au sommet de l'ionosphère. Donc là par exemple c'est le flux UV, et ça c'est la mesure de la densité électronique par population 3 et la population 4. Et voilà, on observe une relation assez linéaire. Donc en fait, ce qui marque le fait que ces deux populations soient formées plus ou moins directement par les photons solaires. Et certainement UV. Et enfin, une autre corrélation intéressante que j'ai observée, c'est une corrélation linéaire entre la température et la densité des électrons de la population 4. Voilà. Alors à partir de tout ça, on peut essayer de proposer des hypothèses sur la formation de ces deux populations. Alors en particulier, P3, on la voit à toutes les altitudes, et plus dense côté jour, donc a priori elle est liée à la photochimie et puis toute la chimie ionosphérique induite côté jour. P4, de son côté, n'apparaît que sous 1200 km d'altitude, et si vous vous rappelez, 1200, c'est la limite qu'on avait posée pour la formation des premiers aérosols. Donc a priori, cette population est liée à la présence des aérosols, et aussi du Soleil, parce qu'elle est que côté jour. Donc on en arrive à la fin de cette partie sur l'étude des électrons de Titan, et je vous propose un schéma pour synthétiser tout ce qu'on a appris. Donc là, vous voyez, c'est l'ionosphère de Titan, qui est bombardée de photons solaires et de particules énergétiques de la magnétosphère de Saturne. Et ça, c'est la sonde Alembert, avec son mât. Et puis là, c'est la zone dans laquelle elle collecte les électrons. Alors on a vu la formation d'une première population, qu'on n'a pas étudiée en détail, qui se forme voilà, sur le mât, qui est très peu dense. Voilà. Ensuite, on a la population 2, qui était toujours là, côté jour, côté nuit, à peu près toujours la même température, la même densité. Donc a priori, ce sont des électrons thermalisés, qui ne dépendent pas des photons solaires, et donc qui sont probablement à l'origine issus de photons de la magnétosphère, d'électrons de la magnétosphère, qui ont été thermalisés. Donc ceux-là sont froids, ils sont blancs. Ensuite, on a la population 3, on a dit qu'il était formée par photochimie, oui c'est ça, formée directement par photochimie ou par la chimie ionique en cours. Donc eux, ils sont un petit peu plus chauds, et la population 3. Et enfin, la population 4, qui est certainement issue des aérosols. Alors là, on a deux hypothèses. Soit ils sont directement photoémis par les grains, donc un photon solaire rencontre l'aérosol et puis émet un électron, ou alors c'est les grains qui progressivement, par l'arrivée par la chimie qu'on a vu qui se passait radicalaire dessus, les bombardements ioniques, solaires, tout ça va exciter, chauffer le grain, et puis à un moment, comme la pression est trop basse, il va devoir se désexciter en émettant un électron. Donc ça, c'est la thermoémission. C'est un procédé qui a été étudié très récemment dans ce papier au laboratoire. Donc voilà, deux hypothèses. Et enfin, une dernière conclusion qu'on peut tirer, c'est que ces électrons de la population 4 sont plus chauds que les autres. Donc ils pourraient expliquer globalement le fait que les électrons que l'on mesure sur Titan sont plus chauds que ceux qu'on prédit dans les modèles. Voilà, donc on arrive à la conclusion de cette présentation. Je vais vous mettre, comme je l'ai fait aux parties précédentes, un schéma bilan qui recense tout ce qu'on a observé. Donc voici l'ionosphère de Titan. Tout ce qu'on savait avant, en fait, c'est qu'il y a du méthane, de l'azote, de l'hydrogène, et puis qu'il y a des espèces de plasma. Et puis il y a aussi ces aérosols qui commencent à se former. Alors avant, on supposait que des électrons qui se collent sur les aérosols, et aussi qu'il y ait des radicaux H atomiques qui se recombinent à la surface des aérosols, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et grâce aux travaux de cette thèse, du coup, j'ai pu montrer qu'il se passe d'autres choses, notamment des influences chimiques, enfin, réactions chimiques entre les radicaux, les ions et les aérosols, qui induisent une évolution de la surface des aérosols
et aussi l'éjection en phase gaz de nouvelles espèces volatiles contenant du carbone. Et enfin, aussi l'émission d'électrons chauds. Donc là, c'est tout ce qu'on a mis en évidence ici. Alors, on peut toujours aller plus loin. J'ai beaucoup d'idées, mais je vous en ai sélectionné mes trois préférés. Donc notamment, on a vu l'effet intéressant des radicaux à la surface des grains. Donc ça serait super intéressant de creuser, de vraiment savoir les mécanismes un par un. Donc là, il faudrait passer par du modèle. Ensuite, on a proposé deux effets pour former ces populations d'électrons 4, mais on ne sait toujours pas laquelle est bonne, puis peut-être une autre aussi. Donc là, pareil, il faudrait faire des modèles adaptés aux conditions Titan pour savoir lequel serait le plus probable. Et enfin, donc si vous vous rappelez, ici on a étudié seulement l'effet des espèces N2 et H2, donc les espèces du plasma de l'ionosphère de Titan sans carbone. Mais toutefois, il y a aussi la croissance organique qui intervient simultanément, donc il faudrait savoir comment ça se passe entre les deux. Voilà, donc merci pour votre attention.